Bonjour, bonsoir à toutes et tous, c'est Elska pour l'épisode 49 de Parlons Constitution. On va commencer quelques épisodes sur les élections, on va revenir en fait sur des élections qu'on a déjà vues jusqu'à maintenant, mais on va traiter des sujets bien spécifiques. Et aujourd'hui on va commencer par se poser la question, quel mode de scrutin pour chaque élection ? Mais avant de commencer à répondre à cette question, il faut voir quels sont les différents modes de scrutin qui s'offrent à nous. Et j'ai donc réalisé ici, dans ce tableau, une synthèse des principaux modes de scrutin qui existent. Il y en a d'autres, il y a des variantes évidemment, il y a beaucoup de modes de scrutin qui sont possibles, on peut faire varier des petites choses pour avoir des modes de scrutin différents, mais ici ce sont les principaux et on va voir un par un ce qu'ils sont. Donc on commence avec le scrutin uninominal majoritaire, et ici on va le faire à un tour pour qu'on comprenne bien ce que c'est. Le scrutin uninominal majoritaire à un tour, il y a plusieurs candidats, donc voilà, on prend un des candidats et on vote pour un candidat et un seul candidat, hop, on met le bulletin dans une urne et c'est la personne à qui on donne une voix. Et c'est la personne qui obtient le plus de voix qui est élue. Donc ici, imaginons un résultat sur 200 suffrages exprimés. Nous obtenons ces résultats. Le gris à 0,5%, ensuite 3%, 9,5%, 10%, 13%, 18%, 20% et 26% qui gagnent. Donc ce qu'on voit, c'est qu'au scrutin nominal majoritaire à un tour, c'est la première personne, c'est celle qui a le plus de voix qui l'emporte. Même si c'est à une voix près par rapport au second et que la personne n'a pas la majorité absolue, c'est-à-dire n'a pas 50% des voix plus une en sa faveur. Si on veut forcément une majorité absolue, il faut prendre les 2 premiers, les 3 premiers, les 4 premiers, peu importe, il faut choisir une règle en tout cas à l'avance, et ensuite faire un second tour. Et si c'est pas suffisant, un 3e tour, un 4e tour, etc. jusqu'à arriver à ce qu'il n'y ait plus que 2 candidats, ça dépend quelle est la modalité du scrutin, et élire à la fin la personne qui a le plus de voix. Mais vous connaissez normalement ce mode de scrutin, il est très utilisé dans le monde, notamment en France, on a scrutin uninominal majoritaire à 2 tours pour l'élection du président ou des députés. On a aussi le scrutin nominal majoritaire à un tour au Royaume-Uni et aux États-Unis. Et d'autres exemples encore, mais on va passer tout de suite à la suite car vous connaissez le scrutin uninominal. Plurinominal, ce serait la même chose, enfin sauf s'il y a des variantes parce que des scrutins plurinominal majoritaires, il y en a de plusieurs formes, dont le vote unique non transférable qu'on va voir après. Mais sinon il y a une variante très simple, c'est par exemple la même chose, sauf qu'au lieu d'élire une personne, on va élire 2 personnes, 3 personnes, 5 personnes, une liste de personnes, et en fait on va juste mettre la liste pour laquelle on est d'accord et toute la liste sera élue. C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir un bulletin avec une personne dessus, on a 2, 3, 4, 15, 25 personnes. Le vote unique non transférable, il est pas très connu, on le connaît pas en tout cas en France, c'est pas un mode de scrutin qu'on utilise, et ici on va donner un exemple pour 3 sièges. Le vote unique non transférable, c'est à peu près la même chose que le scrutin uninominal, dans ce sens qu'il y a plusieurs candidats, et on prend un candidat pour lequel on vote, donc on donne une voix à un candidat. Ensuite, on reprend nos résultats, et on va attribuer les 3 sièges, parce que ici dans cet exemple il y a 3 sièges, aux 3 premiers. Donc d'abord, 26% c'est la première personne, 20% et 18%. Ces 3 personnes sont donc élues. Mais ce mode de scrutin implique de la part des partis des calculs pour savoir quelles personnes ils vont mettre en candidat, parce que selon qu'ils mettent, un candidat trop populaire pourrait prendre des voix à un candidat moins populaire, comme c'est le cas ici. Les candidats verts, on peut imaginer qu'ils sont du même parti, il y en a un qui gagne et l'autre qui perd, mais en fait, le total des voix pour le parti vert, c'est 26 plus 52, ça fait 78, et si on répartit équitablement également entre les candidats verts, ça fait 39 voix, donc 19,5%, ce qui aurait permis de faire élire les 2 verts à la place du bleu. Donc le premier vert, la dame en vert qu'on voit là-haut, à 26% passerait à 19,5%, donc passerait derrière le rouge, mais serait quand même élu, et le bleu, enfin la bleue ne serait pas élue, mais le vert serait élu. Les 2 verts seraient élus, et le rouge, même si le rouge passerait en tête, mais avec une répartition égale, donc par exemple avec des candidats qui sont tout autant populaires, et pas un plus que l'autre, le parti vert aurait pu avoir 2 sièges au lieu d'un seul. Aussi, le parti qui souhaite qu'il y ait tant de candidats doit aussi donner des consignes de vote. Ça peut être si c'est par circonscription dans une ville, tel quartier voté pour cette personne, tel autre quartier voté pour cette personne. Comme ça, les voix vont se répartir si les gens suivent bien les consignes de vote entre les candidats du parti.
Donc c'est un de ces inconvénients, il y en a plein d'autres, on va pas voir ici tous les avantages et tous les inconvénients de chaque mode de scrutin, sinon ce serait beaucoup trop long, notamment parce qu'il y a beaucoup de critères qui existent en théorie des jeux pour départager et comparer les modes de scrutin. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller lire les pages Wikipédia qui sont déjà bien documentées, ou alors à faire encore plus de recherches pour découvrir tout ce qu'il y a sur la théorie des jeux, les modes de scrutin, les avantages, les inconvénients, les méthodes de calcul, les variantes, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de méthode de calcul particulière, mais il va y en avoir après. Donc passons à la suite, le vote à second tour instantané ou vote alternatif. Le vote à second tour instantané, voici à quoi ressemble un bulletin. Donc ça c'était pour l'élection de la Chambre des représentants en 2016 en Australie dans l'état de Victoria, dans la circonscription de Higgins, donc on avait 8 candidats. Et ici, il s'agissait pour l'électeur de voter en classant dans un ordre de son choix, mais avec aucun candidat à égalité, donc un vrai classement entre tous les candidats. Par exemple, O'Brien pourrait être premier, ensuite Ball deuxième, Kennedy pourrait être troisième, etc., etc. Peu importe, on s'en fout ici, c'est pas la question. Une fois qu'on a ça, on peut imaginer, voilà, des options classées par ordre décroissant. Ici, dans cet exemple, il y a 5 candidats, et j'ai représenté 5 types de bulletins possibles, sachant qu'il y en a beaucoup plus que ça. On peut classer de plein d'autres façons les différents candidats. Mais pour simplifier, j'ai décidé de réduire à ces 5-là, ces 5 types. On peut imaginer que 14% des bulletins sont A, E, D, C, B, 40% B, C, A, D, E, etc., etc. Comment est-ce qu'on fait maintenant pour savoir qui a gagné? C'est pour élire une seule personne, le vote à second tour instantané, et comme son nom l'indique, c'est pour faire plusieurs tours sans devoir aller voter. En classant tous les candidats, on peut connaître les préférences des électeurs, et donc on peut aboutir à ces résultats-là. Au premier tour, on regarde si quelqu'un a dépassé la majorité absolue. Si c'est le cas, la personne est élue. Si c'est pas le cas, on élimine le dernier, et on regarde sur les bulletins qui ont mis en premier la personne qui est éliminée, qui est le deuxième, et on donne les voix au deuxième. Donc ici, D est éliminé, donc ça c'est le type 4, on voit 3% ont mis D en première position, D est éliminé, les 3% vont aux candidats qui les ont placés juste en dessous leur première préférence, donc à A, qui obtient 17%. Et on recommence, on regarde, est-ce qu'il y a la majorité absolue? Non, personne n'a la majorité absolue, on élimine le plus petit, donc là on va éliminer A, qui est à 17%, juste en dessous de E, qui est lui à 18%. En éliminant A, il y a 14% des voix qui passent de A vers E, puisque c'est le type 1, on barre A, il reste E, et 3% du type 4, qui comme D a été éliminé et A aussi, vont aller au candidat C. Ce qui fait monter C et E, C passe donc à 28 et E à 32. Est-ce qu'il y a la majorité absolue? Non. On élimine le plus petit. On élimine donc C qui est à 28 face à E qui est à 32 et B à 40. On obtient donc E à 60 et B à 40, et on peut dire que E est élu. Mais il existe une variante à cette méthode de résolution, c'est la méthode de Coombs. Dans la méthode de Coombs, au lieu de supprimer celui qui obtient le moins de votes favorables, on va supprimer celui qui est le plus souvent en dernier dans les bulletins. Et ici, c'est bien B qui est éliminé dès le premier tour, puisque B est classé dernier dans les bulletins de 60% des votants, comme on le voit dans les types 1, 3, 4 et 5 des bulletins de mon exemple. Donc B est éliminé au premier tour, et C gagne au second tour, car il obtient le report des voix du type 2, 40%, plus le type 3, 25%, C obtient donc au tour 2, 65%, face à A qui a 14%, D à 3% et E à 18%, C a donc la majorité absolue dès le deuxième tour avec la méthode de Coombs. Maintenant qu'on a vu le vote à second tour instantané, on va passer à un autre, c'est le jugement majoritaire. Mais avant de parler de ça, j'aimerais revenir sur les titres de ce tableau. On a une logique majoritaire, une logique consensuelle et une logique représentative. On va revenir dans la partie suivante sur ce que ça veut dire. Mais j'aimerais quand même vous dire maintenant que ce sont des logiques différentes de représentation, d'élection, de choix, d'options. La logique majoritaire, c'est qu'on prend la majorité des opinions favorables. La logique consensuelle, on va chercher à ce qu'il y ait le moins de mécontentement chez l'ensemble des votants. La logique représentative, elle fonctionne quand il y a plusieurs personnes à élire, et qu'on va essayer de représenter l'opinion d'à peu près tout le monde, donc élire des personnes de façon proportionnelle le plus souvent. En fonction des voix, en fonction des soutiens vers des personnes
ou des listes, on va répartir équitablement pour représenter au mieux, il y a toujours un compromis qui se fait, l'opinion, les votes de chacun. Et vous comprendrez mieux quand on verra la représentation proportionnelle à scrutin de liste, ou tout simplement la proportionnelle, c'est comme ça qu'on l'appelle couramment. Mais avant de voir ça, on a beaucoup d'autres modes de scrutin à voir, notamment le jugement majoritaire qui s'est fait un peu plus connaître ces dernières années, même s'il n'est pas encore très utilisé. Le jugement majoritaire, comme son nom l'indique, il a une logique majoritaire, c'est la majorité qui gagne comme on va le voir. En fait, le jugement majoritaire, c'est un vote par valeur avec gagnant par médiane. Je m'explique, les valeurs peuvent être quantitatives discrètes, c'est-à-dire des chiffres, 1 à 7 par exemple, du moment qu'on puisse dire que 1 c'est un score plus bas que 7 ou que 1 c'est meilleur que 7. Il faut une gradation en fait de notes, de valeurs qu'on peut attribuer au candidat. Les valeurs peuvent aussi être qualitatives ordinales, ce qui est le plus souvent le cas, le jugement majoritaire est pensé avec des mentions. Les autres votes par valeur peuvent être avec des notes, avec des chiffres, mais le jugement majoritaire est pensé avec des mentions, par exemple pas du tout, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, même si c'est pas souvent ceux-là qui sont utilisés, c'est d'autres mentions, mais là c'était pour l'exemple. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu cette référence, disons dans la culture populaire de beaucoup de pays. Petit indice, il y a un rapport avec les fleurs et l'amour. Mais trêve de plaisanterie, en fait le jugement majoritaire, on peut mettre la même mention à plusieurs options, mais on doit donner une mention à chaque option. En gros, le votant ou l'électeur, si c'est pour une élection de personnes, va dire que telle personne a une mention passable, telle personne est à rejeter, telle personne est une mention très bien. Bref, on va donner une valeur aux différents candidats. Et si on reprend notre exemple précédent avec les bulletins type 1, type 2, type 4, type 5, et qu'on imagine que les premiers c'est très bien, les deuxièmes c'est assez bien, les troisièmes c'est passable, les quatrièmes c'est insuffisant, et les cinquièmes c'est à rejeter. Ici, pour simplifier, j'ai décidé que par ligne ce serait très bien, assez bien, passable, insuffisant ou à rejeter, mais en réalité, comme je l'ai marqué, on peut mettre la même mention à plusieurs options. Donc les types 1 auraient très bien pu mettre A et E à très bien, D et C à passable, et B à insuffisant ou à rejeter. C'est possible. Mais ici, pour simplifier les calculs, il y a moins de bulletins différents, et les bulletins sont classés très simplement, ici, très bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter, donc un classement, et qu'est-ce que ça donnerait? Les résultats, ça donnerait ça. On représente les résultats comme ça, c'est-à-dire qu'on met du plus faible au plus grand, ou du plus grand au plus faible, les mentions mises bout à bout de chaque votant. Donc pour A, on obtient 40% de passable, 14% de très bien, et entre deux, on a ce qu'il y a assez bien. Pour B, on a, c'est très simple, 60% de à rejeter et 40% de très bien, etc., etc. Ensuite, pour le résultat, on va regarder la médiane. La médiane, c'est donc 50% des électeurs ont moins, 50% des électeurs ont plus. Maintenant, on regarde ces résultats et on regarde qui a la meilleure mention majoritaire. Les mentions majoritaires sont ainsi faites, c'est-à-dire c'est la mention attribuée à l'option au candidat par l'électeur qui est au niveau de la médiane. Donc au niveau de la médiane, ici, A obtient assez bien, B a rejeté, C assez bien, D insuffisant, et E passable. Comment on départage les ex-aequo? Parce qu'évidemment, on prendrait la personne qui a la meilleure mention majoritaire, mais ici on a ex-aequo, et ça arrive en fait assez souvent, on a ex-aequo entre A et C qui sont tous les deux à assez bien. Eh bien, il y a plusieurs méthodes. La première, c'est la méthode récursive de retrait du vote médian. Les théoriciens du CNRS qui ont pensé le jugement majoritaire il y a quelques années ont choisi cette méthode-là, ont défini cette méthode-là qui est une méthode assez longue, mais exacte pour départager les ex-aequo selon, bien sûr, la médiane. En fait, on va enlever l'électeur médian. On enlève l'électeur médian un par un, et on recalcule la médiane. On enlève un électeur au milieu pour A et pour C, on enlève un électeur au milieu pour A et pour C, etc., etc., jusqu'à ce que les ex-aequo ne soient plus ex-aequo, qu'il y en ait un qui passe à une mention au-dessus ou un qui passe à une mention en dessous. Mais il y a une autre méthode, beaucoup plus simple, c'est la méthode des groupes d'insatisfaits qui revient au même. On regarde les groupes d'insatisfaits sous la mention majoritaire, en gros tous ceux qui ont voté pour A mais qui n'ont pas voté assez bien mais qui ont voté en dessous de assez bien, donc passable, insuffisant ou à rejeter. Ici on a donc 40%, et on regarde aussi les insatisfaits qui ont voté plus que la mention majoritaire, donc ici pour A qui ont voté par exemple très bien, donc 14%. On regarde bien sûr pour tous les candidats ex-aequo ces groupes d'insatisfaits, soit qui ont mis une mention inférieure à la mention majoritaire, soit qui ont mis une mention supérieure à la mention majoritaire. Et on regarde quel est le plus gros groupe.
et c'est ce plus gros groupe qui va définir le gagnant. Ici, le plus gros groupe, c'est ceux qui ont mis une mention en dessous de la mention majoritaire pour A, donc les 40% qui ont mis passable. Donc A a perdu contre C. Pourquoi ? Parce que ce sont des insatisfaits qui sont en dessous de la mention majoritaire. Si ça avait été des insatisfaits qui sont au-dessus de la mention majoritaire, alors A aurait gagné. Voilà, donc si je prends un petit pointeur laser que je vous montre, ici on a A, ici on a le groupe des insatisfaits négatifs, ici le groupe des insatisfaits positifs. Ici on a le groupe des insatisfaits positifs, et ici négatifs. Le plus gros groupe c'est celui-là, A perd donc contre C. Si ça avait été celui-ci, C aurait gagné contre A. Mais si ça avait été celui-là le plus gros groupe, C aurait perdu contre A. Si c'est à droite de la médiane côté meilleur, alors c'est le groupe d'insatisfaits meilleur du candidat de l'option qui fait gagner cette option. Si c'est le groupe d'insatisfaits moins bien, il fait perdre cette option face à l'autre. Et s'il y a plus de 2 ex-aequo, on fait un classement des différents groupes d'insatisfaits et on regarde, on compare pour essayer de voir lequel a gagné. Mais en réalité, ça se voit assez bien ici, si on regarde et qu'on fait une méthode récursive de retrait du vote médian dans sa tête, on écrase petit à petit la partie assez bien et on voit que A passe en passable avant que C passe en passable. Mais il y a d'autres méthodes. Donc là, ici, C a gagné, mais il y a d'autres méthodes, le jugement usuel ou jugement médian, le jugement typique, le jugement central, etc., etc. Toutes ces méthodes sont définies sur Wikipédia, il y a des méthodes de calcul qui sont plus compliquées, et donc je ne vais pas vous les expliquer ici, sinon la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Ensuite, on a la méthode Condorcet avec des variantes de résolution des ex-aequo, car dans la méthode Condorcet, il y a aussi des ex-aequo qui sont possibles. Le principe de Condorcet. Condorcet a dit, si un choix est préféré à tout autre par une majorité ou une autre, alors ce choix doit être élu. Donc Condorcet, c'est celui qui a créé cette méthode. Alors je ne connais pas la date exacte, mais c'est aux alentours de la Révolution française, pendant cette période-là. Et donc pour lui, le vainqueur de Condorcet, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est celui qui bat tous les autres candidats en duel. Mais Condorcet l'a théorisé assez rapidement, ça peut aboutir à un paradoxe de Condorcet. Il peut ne pas y avoir de vainqueur de Condorcet en cas de boucle, de cycle, où chacun bat l'autre en duel, on verra après un exemple. Mais reprenons nos bulletins. Qui est-ce qui gagne avec la méthode Condorcet ? On va en fait faire des duels entre tous les candidats. Prenons par exemple le duel A contre B, on compare, si on fait un tour où on garde que A et B, A bat B avec 20 voix de plus que B. Si on fait un duel C contre A, C gagne face à A avec 30 voix de plus. A contre D, A gagne avec 94 voix de plus. A contre E, A gagne avec 64 voix de plus, etc., etc. Et on obtient un graphe des duels. Et on regarde qui est-ce qui bat tous les autres candidats en duel. Ici, c'est C qui est donc gagnant, et qui est élu. Mais que se passe-t-il s'il y a des ex-aequo ? Que faire pour résoudre les ex-aequo ? Par exemple, ici, on reprend nos candidats, on imagine, voilà, tous ces votes contre E et contre D, mais il y a un problème, C gagne contre B, B gagne contre A, et A gagne contre C. On obtient donc une boucle où personne ne gagne entre ces trois-là. Sachant qu'on aurait aussi pu imaginer une boucle où A bat E bat D, D bat C, C bat B, B bat A, qu'une boucle complète entre tous ces candidats. Mais ici, j'ai préféré une boucle assez simple entre seulement 3 des candidats, 3 des options. Donc il y a plusieurs méthodes de résolution, plusieurs variantes de résolution des ex-aequo. Il y a la méthode Black, en fait on va appliquer la méthode Borda qu'on verra après à la place de la méthode Condorcet. Il y a la méthode de Schulz avec l'heuristique de l'ensemble de Schwartz et l'heuristique du chemin gagnant. Je vais pas vous expliquer ce que c'est exactement, c'est un peu compliqué à définir un ensemble de Schwartz, expliquer ensuite les méthodes de calcul. L'heuristique du chemin gagnant, c'est en gros on regarde tous les chemins et on regarde quels sont les plus gros des chemins, ceux qui gagnent le plus fortement, et en fonction on peut définir un gagnant, voilà ça c'est la logique, mais en réalité il y a des calculs plus compliqués à faire. On en a d'autres, sur la méthode de Schulz, on a aussi la méthode Condorcet avec rangement des paires par ordre décroissant ou ranked pairs. C'est-à-dire que là, on va faire des duels entre des paires de candidats, des paires d'options. C'est une autre méthode un peu plus compliquée qui donne pas forcément le même gagnant qu'à ex-aequo. On a aussi le scrutin de Condorcet randomisé. Ici, le choix va être fait par le tirage au sort. En fait, on va avoir une loterie avec des probabilités dites optimales, mais il y a plusieurs différentes méthodes de calcul qui existent pour définir ces probabilités optimales. Mais pour résumer, c'est-à-dire que dans le groupe de tête,
c'est-à-dire ceux qui sont dans cette boucle, dans ce cycle, donc ici A, B et C, on va calculer une probabilité de victoire pour chacun de ces candidats, et ensuite on va tirer au sort, on va appliquer ces probabilités dans une loterie. Prenons un cas très très simple, A a une chance sur 3 de gagner, B a une chance sur 3 de gagner, C a une chance sur 3 de gagner. Bon bah très simple, là on fait une loterie entre ces trois-là, tout le monde a une chance sur 3 de gagner. Mais c'est la loterie qui va décider, c'est par hasard. On a encore d'autres méthodes, c'est celui qui a le moins perdu lors de sa plus mauvaise confrontation. On a encore d'autres méthodes, c'est dans le groupe de tête, donc dans ABC ici, on va appliquer une méthode au choix. Méthode Borda, vote par approbation ou autre. Et car oui, il y a encore d'autres méthodes, d'autres variantes de résolution de ces ex-aequo, de ce paradoxe de Condorcet. Maintenant qu'on a vu tous ces scrutins à logique majoritaire, on va voir les modes de scrutin à logique consensuelle. Donc les logiques majoritaires, on essaie de faire gagner la personne qui a le plus de voix, le plus de soutien maximal de la part des votants. La logique consensuelle, on va faire un consensus, on va chercher le compromis entre les préférences des votants. Donc le vote par approbation, c'est le plus simple. On l'appelle aussi vote par assentiment. En fait, le votant peut choisir d'approuver autant d'options qu'il veut. Il peut choisir d'approuver autant d'options qu'il veut, autant qu'il veut. Aucune, une, plusieurs ou toutes. Si une option est cochée sur un bulletin, elle obtient une voix, sinon elle n'obtient pas de voix. Ensuite, on va compter, tous les bulletins, on va compter toutes les voix obtenues par les candidats. Prenons l'exemple du bulletin, ici on reprend A, B, C, D, E, et on peut imaginer B obtient une voix, C obtient une voix, car la personne a approuvé B et C. Et ça correspond en fait à une méthode de vote assez simple et intuitive. Quand on présente le vote par approbation, on peut le présenter comme ça, de façon très mathématique, très logique, mais ça paraît pas très intuitif. En réalité, c'est un mode de scrutin qu'on utilise fréquemment. Par exemple, pour choisir une date, un jour pour une soirée, on va dire « Est-ce que vous êtes libre lundi, mardi, mercredi ou jeudi ?» Les personnes vont dire « Moi je suis libre lundi, mardi, moi mercredi, jeudi », donc on va approuver certaines dates. Pour un choix d'activité, pour un choix de restaurant, c'est pareil. On a plusieurs options sur la table, et les personnes, avec vos amis par exemple, ou en famille, vous allez décider, tiens, moi j'aimerais bien faire ça ou ça, moi je préfère ça, ça ou ça, et on va essayer de maximiser le contentement, l'approbation des votants à ce scrutin. Si 5 personnes approuvent le lundi, le mardi et le mercredi, et qu'on a une personne qui approuve que le mardi, on prendra le mardi pour que les 6 personnes soient contentes. Ça ressemble beaucoup au scrutin majoritaire, donc une nominale classique, à un tour, sauf que là, au lieu de voter pour une seule personne, vous pouvez voter pour autant de personnes que vous le voulez. Si on reprend nos bulletins, on peut imaginer une approbation sur les 2 premières lignes pour simplifier. Donc pour le type 1, pour 14% des votants, on a une approbation de A et de E, mais un rejet de D, C et B. Pour le type 4, on a l'approbation de D et de A, mais un rejet de C, E et B. On calcule le nombre de points, on fait la somme, tout simplement, et on regarde qui a le plus de points. Ici, c'est C qui obtient le plus d'approbation et qui est donc élu, qui est donc choisi. Mais attention, ça ne veut pas dire que C gagnerait toujours au vote par approbation dans mon exemple. Parce qu'ici j'ai dit de façon arbitraire ce qui était des approbations ou pas. Si je dis que c'est la ligne 1, 2 et 3, c'est A qui gagne, parce que A obtient 100% d'approbation. Mais là, j'ai dit que c'était ligne par ligne, comme le jugement majoritaire, alors qu'il pourrait très bien y avoir, par exemple, pour le type 3, l'approbation sur C et A, le type D que l'approbation pour D, le type 5, E, A, D et C, etc., etc. C'est un exemple pour essayer de comparer les différents modes de scrutin. Maintenant qu'on a vu le vote par approbation, on va passer au vote par valeur avec un gagnant par moyenne. Donc c'est comme le jugement majoritaire, sauf qu'ici le gagnant n'est pas effectué par la médiane, mais par la moyenne. Donc le votant doit attribuer une valeur à chaque option comme dans le jugement majoritaire. Une échelle de valeur autorisée doit être définie à l'avance, évidemment, pour qu'il n'y ait pas de rupture d'égalité entre les votants. Car si on ne définit pas à l'avance, et que c'est par chiffre par exemple, un candidat peut dire moi je vais mettre mes valeurs de 0 à 5, un autre va dire moi je vais mettre de 0 à 100, moi je vais mettre de 0 à 1000. Non, il faut que ce soit défini à l'avance, sinon c'est n'importe quoi. Donc pour rappel, ces valeurs peuvent être des nombres ou des mentions, voire des symboles.
Les symboles, ça peut être 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, tant qu'on peut hiérarchiser ces symboles et leur attribuer une valeur supérieure ou inférieure, une gradation de valeur. Donc imaginons un bulletin, voilà, un vote, un scrutin, notez toutes les options selon une échelle de 1 à 10. Donc on peut mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 comme notes. Les notes identiques sont autorisées. Mais ici, pour simplifier, on va prendre un bulletin du type 5, donc avec A qui obtient 6, B1, C2, D3 et E10. Je vais remplir de façon un peu au hasard les valeurs pour nos bulletins. On obtient donc ceci. Voilà, c'est un peu mis au hasard, parfois j'ai mis des égalités, des mêmes valeurs. Donc A et E obtiennent 10 dans le type 1, et B qui est dernier dans le type 1 obtient quand même 5 points. Mais pour ceux qui sont du type 2 avec 40%, B n'obtient pas la valeur la plus grande, 9 points, C qui est juste en dessous obtient 2 et tout le reste a 1, la note la plus basse. Et comme ça j'ai mis des notes de façon un peu arbitraire, au hasard, pour essayer d'avoir un exemple. Si on calcule, donc ici bien sûr les notes ne sont pas cohérentes avec celles données dans l'exemple pour le jugement majoritaire où A aurait gagné par moyenne, puisqu'on aurait pu imaginer des notes allant de 5 à 1 avec pour la première ligne 5, ensuite 4, 3, 2 et 1, ou des mentions, les mêmes mentions, sauf qu'on attribue une valeur de 5 au très bien, 4 à assez bien, 3 à passable, 2 à insuffisant et 1 pour à rejeter. Et on effectue les calculs. Mais ça revient en fait à faire une méthode Borda qu'on verra après. Donc bref, on a ces résultats-là. Si on doit définir qui gagne, eh bien on calcule soit la moyenne, soit la somme des points. En fait, ça revient exactement au même. Si on calcule la somme des points ou la moyenne, c'est pareil. La moyenne c'est quoi? C'est la somme des points divisée par le nombre de votants. Donc ça revient au même. Si on calcule les moyennes, on obtient E qui gagne avec une note moyenne de 5,9. Dans cet exemple-là, avec ces valeurs, qui ne sont pas forcément cohérentes, qui sont même pas cohérentes avec les notes qu'on a données avant dans le jugement majoritaire. Ici c'est pour montrer que la logique est différente, le gagnant est par moyenne, et non pas par médiane. On va pas classer toutes les notes de la plus mauvaise à la meilleure pour définir le vote au milieu qui définit la mention majoritaire. Non, c'est pas un vote par valeur avec gagnant par médiane, c'est avec gagnant par moyenne. La logique n'est donc pas majoritaire, on ne prend pas la majorité avec la mention majoritaire qui obtient au moins la médiane, on va pondérer en fait les résultats en fonction des notes de chacun pour obtenir la moyenne. Donc, avec une logique consensuelle, avec un vote par valeur avec gagnant par moyenne, toutes les notes sont prises en compte. Dans la logique majoritaire, ceux qui ne sont pas dans la majorité, eh bien, c'est pas pris en compte. Ici, c'est pris en compte pour définir le vainqueur. Passons maintenant à la méthode Borda donc. La méthode Borda, ici voici les bulletins types, à quoi ça pourrait ressembler pour un vote à la méthode Borda, et ici je le précise modifié pour que le non-classement soit sanctionné. On l'a déjà vu dans cette série, la méthode Borda, ici voici des bulletins types, donc pour le premier bulletin, le premier obtient le nombre de points équivalent au nombre de candidats qui sont classés, je précise bien qu'ils sont classés. Là, dans le premier bulletin, l'option C obtient 4 points car 4 candidats ont été classés, et ensuite on élève 1 point successivement à ceux qui sont en dessous, donc option A 3 points, option B 2 points, option D 1 point. Le non-classement est sanctionné, car si on ne met qu'un seul nom sur le bulletin, par exemple le troisième bulletin ici où il n'y a que l'option D, eh ben l'option n'obtient qu'un point. Alors que si on classe les 4, l'option qu'on met en tête obtient 4 points. Avec une méthode Borda qui n'est pas modifiée pour que le non-classement soit sanctionné, dans le troisième bulletin, l'option D obtient 4 points, et les autres obtiennent 0. Est-ce que vous comprenez? Si vous n'avez pas compris, des questions dans les commentaires, évidemment, les autres qui ont compris se chargeront de vous répondre, ou moi aussi, je pourrais aussi vous répondre pour préciser ce qu'est la méthode Borda qui n'est pas modifiée pour que le non-classement soit sanctionné. Parce qu'ici, dans les résultats, C gagne. Mais si on imagine que le deuxième bulletin classe tous les candidats, que le troisième bulletin classe tous les candidats et mette C en dernier, eh bien dans ce cas-là, ce serait bien D qui gagnerait. Je ne vais pas montrer cet exemple-là directement, mais en fait, si vous faites les calculs, si vous le faites, voilà, vous le faites à la main pour essayer de comprendre la méthode Borda, vous comprendrez, vous verrez que D gagnerait. Donc le non-classement est réellement sanctionné dans cet exemple. Puisque les candidats qui ont mis D en première position n'ont pas classé tout le monde, D n'a pas gagné. Par contre, attention, si sur le troisième bulletin, C n'est pas mis en dernière position, il peut y avoir égalité, ou ça peut même être C qui continue de gagner. Donc il y a une forme de vote stratégique. À petite échelle, ça se voit.
Mais ce vote stratégique n'est pas forcément une mauvaise chose, j'ai envie de dire. Pourquoi? En fait, c'est la logique consensuelle. On cherche un compromis. Quand on fait un compromis, on discute, on négocie. Il y a une stratégie de négociation. On peut décider de mettre quelqu'un plus bas pour pas qu'il gagne, ou promouvoir quelque chose qui nous plaît moins, qui nous plaît pas vraiment, pour que cette option ait plus de points et fasse baisser les points qu'on aurait donnés à celui qu'on veut mettre en dernière position. Il y a plusieurs techniques qui peuvent exister, mais tout ça c'est du compromis. Mais si on prend un exemple où tout le monde est classé, on reprend en fait nos bulletins, on reprend notre exemple, voilà, donc 5, 4, 3, 2, 1 pour le classement des différentes options, et qu'on comptabilise les points, donc 14 x 5 pour A, 14 x 4 pour E, etc. Ensuite on ajoute 40 x 5 pour B, etc. etc. Vous voyez le résultat, c'est très simple, là on compte les points, voilà, ligne par ligne, case par case, et on ajoute les résultats pour chaque candidat, et on obtient A qui gagne avec 374 points. A l'emporte avec 374 points devant C. Au jugement majoritaire, avec une logique majoritaire, à la méthode de Condorcet, on aurait eu C qui gagnerait, mais là on a A. En fait, si on regarde le tableau, on voit que A est classé en première, deuxième ou troisième position par tout le monde, alors que C est plus clivant. Il est placé en première ou deuxième position par 65% des votants, donc type 2 et type 3, mais sinon il est classé en troisième, voire en quatrième position pour les autres types. Et je rappelle, bien sûr ici, tous les types possibles d'un classement avec 5 candidats ne sont pas présents, car sinon il faut faire 5 factoriels, c'est-à-dire 120 classements possibles. Donc on en a fini avec cet exemple, et les vainqueurs, si on fait un bilan, on obtient ce bilan-là. Donc pour A, B, C, D, E, qui est-ce qui gagne? Au scrutin majoritaire à un tour, c'est B qui gagne. Mais au scrutin majoritaire à 2 tours, c'est C qui gagne. Car au scrutin majoritaire à 2 tours, comme on l'a actuellement en France pour le président de la République, où on garde que les deux meilleurs, on aurait gardé B et C, qui obtiennent respectivement 40% et 25% des suffrages, et toutes les voix. On peut imaginer, c'est un exemple fictif et logique, en supposant une action égoïste totale, un report total des voix vers ceux qui sont classés en dessous, on aurait un report total vers C qui obtiendrait 60% des voix face à B 40%. Donc, au scrutin majoritaire à 2 tours, ce serait C qui gagnerait. Mais si on passe à 3 tours, et je précise ici qu'en fait on garderait les 3 premiers pour le deuxième tour, puis on ferait un troisième tour si nécessaire s'il n'y a pas de majorité absolue qui se dégage. Ici ce serait le cas, on garderait B, C et E. Par report de voix, C gagnerait 3% de plus puisqu'au type 4, D et A étant éliminés, le report de voix serait de 3% vers C, à la troisième ligne. Et pour A, ce serait à la deuxième ligne, on voit A est éliminé, donc 14% vers E. E passerait devant C, on garderait au troisième tour B et E. E l'emporterait face à B avec 60% des voix, puisque B est classé dans tous les bulletins sauf les bulletins type 2 à la dernière position. Au vote alternatif, donc au vote à second tour instantané qu'on a vu, c'est E qui gagne. Au jugement majoritaire, c'est C qui gagne a priori. Si on garde ce classement et qu'on met les mentions dégressivement très bien, assez bien, passable, insuffisant et à rejeter pour chaque ligne, et qu'on ne fait pas d'ex-aequo, et qu'on ne fait pas, par exemple, au type 1, A obtient très bien, E obtient très bien, D obtient assez bien, etc., qu'on ne met pas de mention identique à des candidats, alors ce serait C qui gagnerait. À la méthode Condorcet, c'est C qui gagne dans ce cas-là. Au vote par approbation, ça dépend de comment est-ce qu'on met les approbations dans cet exemple. Il y a plus de chances que ce soit C qui gagne. Mais ça pourrait aussi très bien être A, voire même D selon comment est-ce qu'on met les approbations. Ça j'en suis pas très sûr. En tout cas, jamais B et E, puisqu'on peut pas supposer une approbation de tout le monde. C'est pas très logique. Si on imagine un vote par valeur, alors là, pour savoir qui est-ce qui gagne, dans cet exemple, c'est compliqué, car il y a plein de possibilités selon comment est-ce qu'on fait varier les valeurs. Et pour la méthode Bandag, cet exemple, c'est A qui gagne. Donc voilà, si on compare ces différents modes de scrutin pour élire une seule personne, on obtient ça. Quel est le meilleur mode de scrutin? À vous de décider. Ça dépend aussi de ce que vous préférez comme objectif, ce que vous voulez, si vous voulez une logique consensuelle ou majoritaire, mais il y a plusieurs possibilités. Passons maintenant au mode de scrutin à logique représentative avec la représentation proportionnelle à scrutin de liste, et ici avec la méthode de Jefferson, donc à la plus forte moyenne. On a un quotient électoral. Le quotient électoral, c'est combien de suffrages exprimés faut-il pour obtenir un siège.
Donc on prend le nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges. On obtient ensuite le quota de la liste, c'est-à-dire le nombre de sièges obtenus par la liste, en faisant le nombre de voix de la liste divisé par le quotient électoral, ce qui revient à faire le nombre de voix obtenues par la liste multiplié par le nombre de sièges divisé par le nombre de suffrages exprimés. Ça c'est des mathématiques assez simples, mais ce sera pas le cas pour les autres exemples après, pour les autres modes de scrutin. La répartition ensuite se fait en fonction du quotient électoral, donc avec le quota de liste qu'on a défini juste avant, et on répartit les sièges restants en divisant le nombre de voix de chaque liste par le nombre de sièges obtenus par la liste, et on fait ça pour chaque liste, auquel on ajoute un siège fictif. Donc c'est peut-être pas clair, mais une fois qu'on a réparti tous les sièges en fonction du quota pour chaque liste, il y reste souvent quelques sièges vacants. Pour les répartir, on prend le nombre de voix obtenues par chaque liste, qu'on divise par le nombre de sièges que cette liste a obtenu, auquel on ajoute un siège fictif. Si la première liste a obtenu 100 voix et 2 sièges, on fait 100 divisé par 2 plus 1, parce qu'on ajoute un siège fictif. Donc 100 divisé par 3. Il existe d'autres modes de répartition des sièges, il y a la méthode du plus fort reste, il y a d'autres méthodes, mais on va pas rentrer dans ces détails, ce serait beaucoup trop long comme épisode. Et donc une fois qu'on a calculé tout ça, ce nombre de voix de chaque liste divisé par le nombre de sièges qu'ils ont obtenus plus un siège fictif, on regarde quelle liste obtient la plus grande moyenne en fait, et on lui donne un siège en plus. Ensuite on recalcule sa moyenne en lui ajoutant un siège fictif en plus, donc là son score baisse, et en toute logique c'est un autre qui obtient le siège vacant suivant, etc. jusqu'à ce que tous les sièges soient attribués. Bon, prenons un exemple avec l'Assemblée nationale qu'on a déjà pris dans cette série, donc si on prend au moins la moitié des députés, donc 289 sièges à pourvoir, on imagine 100 000 suffrages exprimés pour simplifier. Voici les voix pour simplifier dans notre exemple, 24% pour A, 16% pour B, 29% pour C, 4% pour D, 27% pour E. Et hop, on met tout ça, on calcule, et voici la répartition proportionnelle. A obtient 70 sièges, B 46, C 84, D 11 et E en obtient 78. Donc cet exemple, je passe dessus parce qu'on l'a déjà vu dans cette série, mais il est normalement suffisant pour comprendre ce qu'est la représentation proportionnelle à scrutin de liste. Enfin, j'espère que vous avez compris. Sinon, les questions dans les commentaires ou sur Discord, vous le savez, et le scrutin à vote unique transférable, où le système de Haar sera le prochain mode de scrutin qu'on va voir tout de suite. Le système de Haar, c'est comme un vote au second tour instantané, donc un vote alternatif, mais cette fois on va élire plusieurs personnes. Donc le votant classe autant de candidats qu'il souhaite, sauf s'il y a une obligation, et c'est selon sa préférence. Le quota pour être élu, c'est le nombre de suffrages exprimés divisé par le nombre de sièges plus 1, et on regarde les candidats qui ont franchi le quota avec les premières préférences. Si c'est le cas, ils sont élus. S'ils sont élus, si un candidat est élu, les voix de ces électeurs sont redistribuées selon l'ordre de leur préférence. Ensuite, on regarde s'il reste des sièges à pourvoir. S'il n'y en a plus, on arrête là, tous les sièges sont pourvus, c'est très bien. S'il reste des sièges à pourvoir, on vérifie si quelqu'un dépasse le quota. Si oui, on reprend à l'étape du dessus. Donc on redistribue les voix selon l'ordre de préférence à d'autres candidats. Selon l'ordre de préférence sur les bulletins, on va redistribuer à d'autres candidats. Si c'est pas le cas, s'il y a personne qui dépasse le quota, eh bien on élimine le dernier. Et on prend en compte les deuxièmes préférences de ces électeurs, ou les troisièmes, ou les quatrièmes, ça dépend ce qu'il reste sur les bulletins des électeurs. Donc les voix vont aux autres candidats. On recommence l'étape, est-ce qu'il reste des sièges à pourvoir? En principe, oui. On vérifie si quelqu'un dépasse le quota. Si oui, un ou plusieurs candidats sont élus. Les voix de ces électeurs seront distribuées selon l'ordre de leur préférence. Si c'est pas le cas, on élimine le dernier, etc., jusqu'à ce qu'en fait, tous les sièges soient pourvus. Bon, donnons un exemple, reprenons nos bulletins d'exemple, et on va imaginer 3 sièges à pourvoir. Le quota est donc à 100%, puisqu'ici on fait un pourcentage, c'est rond, c'est très simple, divisé par 3 plus 1. 3 sièges à pourvoir plus 1. Donc ça fait 100 divisé par 4, ça fait 25. On regarde les résultats. Donc première passe, on regarde qui est-ce qui a dépassé 25. B a dépassé 25, C a dépassé 25, alors en fait je suis pas sûr s'il faut que ce soit supérieur ou égal ou strictement supérieur à ce qu'on a obtenu avec le quota. J'ai pas réussi à trouver la réponse en faisant mes recherches, selon les sources c'était un peu flou. Mais de toute façon, si on imagine que B est élu et que ça va se redistribuer, elle se redistribuer à qui? À C qui obtient 65% et qui dépasse largement le quota, donc C est quand même élu en deuxième.
Bon, faisons notre passe. Les voix de B et de C, des bulletins de type 2 et 3, seront distribués aux candidats du dessous. Donc pour le type 2, les voix de B seront distribuées à C, mais comme C est élu, seront distribuées à A, qui obtient donc 54%, plus aussi les voix de C, de ceux qui ont voté pour C dans le type 3, puisque leurs voix sont redistribuées à A aussi. Donc A monte et passe à 79, et est donc élu pour le 3e siège. Donc le système de Haar, ça paraît compliqué à comprendre, mais en fait c'est pas si dur que ça. En tout cas, c'est moins dur que le vote d'approbation proportionnel, qui est en fait comme le vote par approbation, mais pour élire plusieurs personnes. Le votant peut choisir d'approuver autant d'options qu'il veut. Aucune, un, plusieurs ou toutes, comme pour un vote par approbation. Ensuite, pour chaque possibilité d'attribution des sièges au candidat, on compare la somme des indices de satisfaction de chaque votant. La somme des indices de satisfaction de chaque votant. Ok ? On choisit la plus grande somme. En gros, on choisit celui qui a le plus de satisfaction. Il existe d'autres variantes pour attribuer les sièges, des plus simples, des plus rapides, mais qui sont pas optimales. Ici, je vais donner ce qui est optimal dans cette, en tout cas, ce que j'ai lu comme étant optimal dans le vote d'approbation proportionnel. Pour calculer l'indice de satisfaction d'un candidat pour une possibilité. Donc pour une seule possibilité. S'il y a 3 sièges à pourvoir, avec A, B, C, il peut y avoir A, B, C, B, A, C, etc., etc., il y a plusieurs possibilités. En fait, c'est une combinatoire qu'il faut calculer, mais on verra juste après le calcul pour savoir combien de calculs il y a à faire pour obtenir tous les indices de satisfaction. Donc comment ça se calcule ? Pour n candidats de sa liste élue. En gros, on regarde sa liste, on compare avec la possibilité pour laquelle on fait le calcul. S'il y a 3 personnes qui sont sur sa liste et qui sont élues, d'après la possibilité, on fait 1, plus 1 divisé par 2, plus 1 divisé par 3, et on continue jusqu'à n le nombre de candidats qui sont sur sa liste et qui sont élus dans la possibilité pour laquelle on est en train de calculer l'indice de satisfaction de ce votant. Là j'ai marqué candidat, mais c'est calcul de l'indice de satisfaction d'un votant pour une possibilité. Il faudrait que je le corrige et je peux porter à confusion, mais au moins je l'ai dit, c'est pour un votant, c'est l'indice de satisfaction de chaque votant. Donc 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, plus 1 quart, donc voilà jusqu'à 1 sur n. Donc on fait les calculs pour chaque possibilité, et pour chaque votant, ce qui nous donne un nombre de calculs à effectuer pour une élection de S sièges entre C candidats par V votants, ça nous donne 7 formules. Donc V c'est le nombre de votants, et ensuite on multiplie par le nombre de possibilités. Le nombre de possibilités, c'est C factoriel, donc le nombre de candidats factoriel, divisé par le nombre de sièges factoriel, multiplié par le nombre de candidats moins le nombre de sièges factoriel. C'est donc le nombre de calculs à faire. Si on reprend notre exemple, donc ça revient à faire 100, le nombre de votants, 100%, multiplié par 5, puisqu'il y a A, B, C, D, E, le nombre de candidats, divisé par S factoriel, donc le nombre de sièges factoriel, 3 sièges à pourvoir, donc l'exemple qu'on a pris juste avant, multiplié par le nombre de candidats moins le nombre de sièges, donc multiplié par 5 moins 3, factoriel. Ça nous donne 100 fois 5 factoriel, ça fait 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc ça fait 120. Divisé par 6, 3 factoriel c'est 3 fois 2 fois 1, donc 3 fois 2, 6, multiplié par 5 moins 3 factoriel, donc 2 factoriel. Ce qui nous donne 12 000 divisé par 12, ce qui nous donne 1000 calculs à faire, 1000 indices de satisfaction à déterminer. Et ensuite, on fait la somme pour chaque possibilité, et on compare pour savoir quelle possibilité est élue, donc quels candidats sont élus. C'est extrêmement long. Faire à la main, c'est impossible. Surtout que là, il n'y a que 100 votants. Imaginez avec des millions de votants. Ça nécessite donc forcément des machines, donc des possibles failles de sécurité, une difficulté aussi à assurer une sécurité du vote, à éviter qu'il y ait des fraudes, c'est compliqué, il faut des machines qui soient peut-être pas connectées à internet en tout cas, et c'est compliqué à faire puisque sur un grand territoire, il faudrait recueillir tous les bulletins, les centraliser, bref, c'est assez compliqué à faire à grande échelle, on peut le dire, et même avec peu de votants, les calculs à la main, c'est trop long, donc dans tous les cas, il faut des machines pour calculer, et s'il y a beaucoup de candidats, beaucoup de sièges à pourvoir, et beaucoup de votants, là, il faut une sacrée puissance de calcul. Et ça, c'est le principal inconvénient de ce vote d'approbation proportionnelle. Passons maintenant au dernier exemple, au dernier mode de scrutin, le vote cumulatif ou vote par points. Ici, en fait, je l'ai mis dans cette catégorie-là, on va voir après pourquoi. Mais on peut le mettre dans les autres catégories aussi. Le votant dispose d'un nombre de points prédéfinis à répartir entre les candidats comme il veut. Selon le nombre de candidats, selon le nombre de personnes à élire, il y aura différents nombres de points selon les normes en vigueur dans le pays, dans la circonscription, dans le département, bref, peu importe, il y a des points à répartir entre les candidats.
Donc le votant peut soit tout donner à un seul candidat, ce qui, si tout le monde fait ça, revient à faire un scrutin majoritaire ou un vote unique non transférable. Sinon, il peut donner un point à plusieurs candidats, donc un point pour lui, etc., ce qui revient à faire un vote par approbation, proportionnel ou non, proportionnel s'il y a plusieurs personnes à élire, non proportionnel s'il y a qu'une seule personne à élire, qu'une seule option à choisir. Il peut aussi donner des points différents à plusieurs, mais à chaque fois donner des points différents, ce qui se rapproche de la méthode Borda s'il y a qu'une seule personne à élire, même si c'est pas exactement ça, puisqu'il peut y avoir des trous entre les valeurs. On peut par exemple donner 3, puis ensuite donner 1, sans qu'il y ait une personne au milieu qui ait 2 points. Et on peut aussi donner rien, bref, c'est proche de la méthode Borda, mais ce n'est pas exactement la méthode Borda si tout le monde fait ça. Sauf si tout le monde classe les candidats, alors là, il faudrait qu'il y ait le même nombre de points que de candidats, bref, c'est un peu compliqué, mais si le votant, en tout cas, décide de faire comme ça se rapproche de la méthode Borda. Il peut aussi ne donner aucun point. Là, dans ce cas-là, c'est un vote blanc. C'est comme un vote blanc puisque aucun candidat n'obtient de voix. Il peut donner quelques points, donc, mais pas tous les points dont il dispose. On est dans le cas d'un vote que je qualifie d'amoindri. On n'est pas sur du vote blanc, mais on n'est pas sur un vote plein entier où tous les points qu'il a en sa possession, le votant, vont être distribués. Le votant peut ensuite faire autrement, il peut donner des points différents à plusieurs candidats, mais certains avec des points égaux, avec les mêmes points. Bref, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Et d'une certaine manière, selon comment il vote, c'est comme si le votant choisissait son mode de scrutin. Mais attention, il y a des règles supplémentaires qui peuvent exister. Parfois, pourquoi pas, on peut imaginer l'obligation de distribuer tous les points. Parce que là, le vote blanc est interdit. S'il n'y a pas distribution de tous les points, il y a vote nul, donc le vote amoindri aussi est interdit. Autre règle, il peut y avoir l'interdiction de donner le même nombre de points à plusieurs candidats, ou une obligation de donner un minimum de points à un candidat, ou un maximum de points. On ne peut pas donner plus de 3 points à un candidat alors qu'il y a 12 points à distribuer, par exemple. Il peut aussi y avoir qu'une seule personne à élire, ou plusieurs, ça dépend. Le nombre de points peut être inférieur, égal ou supérieur au nombre de sièges à pourvoir, etc., etc. Il y a d'autres règles supplémentaires qui peuvent exister, ce qui fait que la logique, même si elle est représentative, s'il y a plusieurs sièges, elle peut aussi devenir consensuelle s'il y a qu'un siège, ou majoritaire selon le comportement des électeurs et selon les modalités du vote. Donc nous avons vu la grande majorité des modes de scrutin qui existent, avec quelques variations parfois, comme la méthode de Coombs, qu'on a vu aussi mais qui n'est pas dans ce tableau. On a donc 3 logiques qui se dégagent. Une logique majoritaire, une logique consensuelle et une logique représentative. Et il y a donc une vision de la décision à choisir, de la décision de l'élection. La logique représentative est donc plus représentative. Il y a une représentation plus ou moins, ça dépend selon le seuil électoral par exemple, car il peut y avoir un seuil électoral pour la représentation proportionnelle à scrutin unique, c'est-à-dire un nombre de voix à obtenir minimum, un pourcentage, le plus souvent des suffrages exprimés à obtenir minimum, qui ne correspond pas, qui est plus que le pourcentage nécessaire à l'obtention d'au moins un siège. Donc la représentation est plus ou moins stricte, avec une logique représentative, des opinions et des votes exprimés. Mais la logique est là, elle est quand même représentative. Attention par contre à la représentation proportionnelle à scrutin de liste, qui a aussi des inconvénients. De toute façon, tous les modes de scrutin ont des inconvénients, il n'y en a aucun qui est parfait, déjà parce que parfait ça dépend de ce que vous voulez, mais aussi car les critères ne sont pas toujours remplis. C'est compliqué d'avoir un mode de scrutin qui correspond à votre vision de ce que doit être la décision, de ce que doit être une prise de décision ou une élection. Donc la représentation proportionnelle à scrutin de liste a des inconvénients qu'il faut noter en plus, c'est l'accroissement de l'importance des partis politiques, puisqu'avec la proportionnelle, ce sont les partis qui définissent qui seront élus et dans quel ordre, selon la liste qu'ils vont définir. Sauf s'il y a vote préférentiel ou panachage, j'en ai pas parlé, même si je l'ai écrit dans le tableau. Le vote préférentiel, c'est-à-dire qu'on peut barrer des noms sur la liste pour laquelle on vote. On peut ajouter des noms. Et avec le panachage, c'est un vote préférentiel mais particulier, c'est-à-dire qu'on peut barrer des noms de la liste sur laquelle on veut voter, mais on peut ajouter des noms qui viennent d'une autre liste, voire ajouter des noms qui sont sur aucune liste. C'est pas très souvent mis en place, et quand c'est mis en place, c'est plutôt pour des élections proportionnelles par circonscription, donc pas un échelon national. Mais au moins voilà, c'est dit, ça existe, le vote préférentiel et le panachage. Comme vous le comprenez, la proportionnelle, ça atténue le lien entre les élus et les électeurs. Il y a donc moins de responsabilité aussi des élus envers les électeurs. Pourquoi? Car elles ne sont pas élues directement par les électeurs, en tout cas c'est pas leur personne qui est élue, c'est une liste complète, un parti, un projet qui est élu, qui est choisi, et non pas leur propre personne. Et si c'est au niveau national et pas à un niveau plus petit, donc par circonscription, ce sont des élus de la nation mais pas d'un territoire,
qui atténue le lien avec les territoires, et donc avec les électeurs. Aussi, est-ce que c'est facile, je vous pose la question, est-ce que c'est facile de gouverner après une élection de députés par exemple, en tout cas de membres du Parlement, pour être plus large, à la proportionnelle? Est-ce que c'est facile de gouverner? Eh bien non, pas toujours, en fait il y a une logique de coalition qui se met en place, et elles sont complexes. Parfois, c'est difficile de trouver avec qui s'allier. Parfois, il y a trop de partis qui sont élus, donc c'est compliqué de faire une coalition avec autant de partis différents. Et ça peut créer de l'instabilité gouvernementale. Ou pas. Et je dis ou pas car ça dépend beaucoup des partis qui sont élus, ça dépend beaucoup de la culture politique, la culture de coalition qu'il y a ou pas dans un pays. Il peut y avoir des coalitions qui durent dans le temps. C'est possible. Mais, en principe, les coalitions sont plus complexes, il y a des coalitions à faire déjà, et elles sont complexes, et l'instabilité est potentiellement plus grande qu'avec des scrutins majoritaires par circonscription par exemple. Puisqu'avec des scrutins majoritaires, ou avec des logiques majoritaires, on obtient une majorité, donc au moins 50% des membres d'une chambre, des membres d'une assemblée, des membres d'un parlement, et donc on fait un peu ce qu'on veut quand on vote. On doit convaincre ceux de notre bloc, ceux de notre parti, ceux de notre groupe qui fait 50%, mais les autres, s'ils votent pas pour, c'est pas grave, ça passe quand même, puisque la logique reste majoritaire. C'est ça la logique majoritaire, ça permet une plus grande stabilité et un choix de la proposition la plus soutenue. Donc il y a aussi plus de possibilités d'élection de candidats sans parti, par exemple avec un fort ancrage local, parce que pour faire une logique majoritaire, il faut bien souvent faire une élection d'une seule personne dans une circonscription. Et donc, à l'échelle nationale pour une assemblée, ça revient à faire plein de scrutins différents avec des candidats différents sur chacune des circonscriptions du territoire. Parce que si on fait une logique majoritaire à l'échelle nationale avec une seule liste, ça fait pas très il y a pas beaucoup de pluralisme ensuite, quoi. S'il y a qu'une seule liste qui gagne tous les sièges d'un coup, il n'y a plus d'opposition à l'assemblée. C'est difficile à défendre, en tout cas en démocratie, hein. Quoi que veuille dire le mot démocratie, c'est pas la question, on en a déjà parlé dans l'épisode 10 sur les régimes politiques, c'est pas le sujet ici. Reprenons, donc on a un risque de tyrannie de la majorité, puisque comme je l'ai dit, si on a plus de 50% de l'Assemblée nationale, on impose avec logique majoritaire nos visions aux 49,99% restants. Et c'est pareil pour les opinions et les votes qui sont exprimés. Si le candidat en tête obtient 50%, plus une voix, il est élu à la majorité absolue, même si les autres sont tous à détester le candidat qui est élu, eh bien on s'en fiche. Et on peut oppresser les minorités grâce à une majorité. C'est le risque de la démocratie avec une logique majoritaire. Mais la logique consensuelle, elle, permet d'échapper à ce risque, en tout cas au moins en partie. La logique consensuelle, avec des élections par circonscription, si on utilise la méthode Borda par exemple, ça permet une stabilité aussi, et un choix non pas selon la proposition qui est la plus soutenue, mais un choix qui crée le moins de mécontentement. On va chercher en fait le compromis, les méthodes par logique consensuelle recherchent un compromis, et lisent les candidats qui sont non pas les plus soutenus par une grande majorité des gens, mais qui génèrent le moins de mécontentement. C'est pas exactement la même chose. C'est pour ça que A est élu dans notre exemple précédent avec la méthode Borda, et pas C, puisque C est assez clivant et même trop clivant pour une partie des votants. Donc pour la logique consensuelle, il y a aussi plus de possibilités d'élection de candidats sans parti, puisque c'est par circonscription, voilà, c'est juste un rappel avant de passer à la troisième partie, qui est en fait la réponse à cette question: quel mode de scrutin pour chaque élection dans Parlons Constitution, dans ma vision politique constitutionnelle? Vous vous posez la question, et voici la réponse, les choix que j'effectue, qui sont effectués pour chaque élection dans Parlons Constitution. Alors, on a déjà fait ces choix. L'élection de la Chambre des sages s'effectue à la représentation proportionnelle à scrutin de liste nationale, et à la plus forte moyenne selon la méthode de Jefferson, avec un seuil électoral de 4%. L'élection de l'Assemblée nationale, c'est 50% à la proportionnelle nationale à la plus forte moyenne avec un seuil de 4%, et 50% à la méthode Borda, modifiée par circonscription, donc un siège par circonscription, et des circonscriptions qui sont démographiquement similaires, notamment en nombre d'habitants. L'élection du président de la République, c'est à la méthode Borda modifiée dans la Constitution, on l'a déjà dit. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ces modes de scrutin? La représentation proportionnelle à scrutin de liste, c'est pour représenter au mieux toutes les opinions et pousser au dialogue, ce qui est essentiel dans la Chambre des sages, qui est là pour rechercher l'unanimité, pour rechercher le consensus. Donc plus on a d'opinions, plus on a une représentativité.
et ça permet de chercher un réel consensus large dans la population et entre les partis. C'est aussi pour ça que la moitié de l'Assemblée nationale est élue à la proportionnelle. Mais pas l'autre moitié, parce que la méthode Borda, elle permet de rechercher le consensus, donc ça évite la tyrannie de la majorité, et c'est aussi une logique qui, moi, me plaît plus, car on est dans une logique de compromis et de prise en compte des options et de l'intensité des désirs, des opinions, de l'ensemble des votants. Au jugement majoritaire, à la méthode Condorcet, au scrutin uninominal majoritaire, on prend en compte les opinions de la majorité qui a voté pour un candidat, pour une option, mais dans la décision finale, dans le choix de l'option finale, dans le choix du vainqueur final, de l'élu potentiel, les opinions et l'intensité des opinions de tous les autres n'est pas pris en compte. Avec la méthode Borda, et aussi avec les autres méthodes, les autres modes de scrutin issus de la logique consensuelle, on a une prise en compte des opinions, de l'intensité des opinions de tout le monde. Donc une recherche du compromis, et on essaie d'avoir le moins de mécontentement possible. Aussi la méthode Borda, comme elle est par circonscription, c'est pour l'ancrage local et la stabilité. Donc la stabilité c'est pour l'Assemblée nationale, donc on met 50% de la méthode Borda modifiée, ce qui permet d'avoir une plus forte majorité d'un parti qui est plus consensuel. Et aussi des possibilités pour des candidats qui ne sont pas dans des partis mais qui ont un ancrage local fort d'être élus. C'est ce compromis qui a été fait, dans ma vision politique constitutionnelle, entre une représentativité importante à l'Assemblée nationale et un ancrage local, une stabilité, une possibilité d'élection de candidats sans parti avec un fort ancrage local. Et la méthode Borda est aussi utilisée pour l'élection du président de la République parce que le consensus, le compromis, c'est ce qu'il y a de mieux selon moi, c'est mieux que la majorité. C'est ma vision, en tout cas, de la prise de décision. On a aussi en bonus, ici c'est pas des élections, mais pour les votes dans les assemblées et pour les référendums, le principe c'est la méthode Borda. Modifiée toujours pour sanctionner le non-classement des candidats. Avec une proposition systématique de suppression ou de rejet. Il faut toujours qu'il y ait un moyen de dire non à tout et de rejeter le vote, rejeter le texte, si c'est pas une élection. Pareil pour le référendum, toujours une proposition de rejet de ce qui est proposé. C'est logique. Mais il y a aussi l'utilisation du vote par approbation pour la Chambre des Sages, qui, elle, prend ses décisions à l'unanimité des membres ou des suffrages. Et le vote par approbation permet de rechercher cette unanimité. Et de façon plus facile qu'avec les autres modes de scrutin, puisqu'avec les autres modes de scrutin, il faudrait obtenir toutes les voix en première position dans les classements, dans les notes, etc. pour obtenir l'unanimité. Ici, il suffit que tout le monde soit d'accord avec une option pour que cette option soit choisie. Que ce soit l'unanimité des membres ou des suffrages qui sont exprimés. Ça, c'est à définir, ça dépend, je pense, du règlement de la Chambre des Sages, qui n'est pas du ressort de la Constitution, même si c'est un sujet constitutionnel, bien sûr. Et pour moi, ça doit dépendre des situations, le plus souvent l'unanimité des membres, en tout cas pour les grandes décisions, et sinon, pour des décisions un peu moins importantes, l'unanimité des suffrages. Mais le vote par approbation, ça reste une logique consensuelle, et ici même d'unanimité, puisque là, le but, c'est d'obtenir l'approbation de tous les membres ou de tous les suffrages sur une option. Et à noter que s'il y a des majorités spéciales qui sont demandées pour la méthode Borda, donc sauf l'unanimité demandée à la Chambre des Sages. Comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, la majorité spéciale qui sera définie, ce sera d'obtenir au moins cette majorité en vote reçu par rapport au total des votes recevables pour une proposition qui serait mise en première position par tous les votants, donc avec aucune abstention, qui classerait toutes les propositions. La phrase est peut-être difficile à comprendre, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais je l'ai déjà expliqué dans l'épisode 27, et je ne vais pas revenir dessus en détail. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez surtout pas, j'essaierai d'y répondre, de clarifier en fait cette possibilité de majorité spéciale, ou sinon vous pouvez mettre en pause la vidéo et relire la phrase un par un, essayer de voir la logique entre tous les mots pour bien comprendre ce que ça veut dire. Donc cette vidéo a été assez longue, mais on a finalement répondu à cette question, quel mode de scrutin pour chaque élection ? On a expliqué d'abord quels sont les différents modes de scrutin possibles, c'est important, pour moi c'était important de le faire même si c'est assez long, pour que vous puissiez ensuite en discuter entre vous, pour que le débat soit possible, comprendre ce que sont les différents modes de scrutin, au moins leur fonctionnement minimal, même si on n'a pas vu les avantages, les inconvénients par rapport à quels critères, etc., parce que c'est beaucoup trop long, au moins vous savez ce que c'est, et vous pouvez ensuite en débattre, et vous forger votre propre avis. Mais pour moi, les décisions, ce sont celles-ci. Alors j'ai choisi différentes visions de la prise de décision. Une logique d'abord représentative, notamment quand il y a une assemblée à élire. Donc cette logique, c'est plus de représentation, en tout cas plus ou moins selon le seuil électoral, donc représentation plus ou moins stricte des opinions et des votes exprimés.
Si on n'a pas une logique représentative, on prend une logique consensuelle, qui permet notamment pour la moitié de l'Assemblée nationale de garantir une certaine forme de stabilité, et le choix est pris pour qu'il crée le moins de mécontentement. On est dans une logique de compromis. Il y a aussi plus de possibilités d'élection de candidats sans parti, par exemple avec un fort ancrage local. Pour chaque élection, on a donc la représentation proportionnelle à scrutin de liste national à la plus forte moyenne, donc avec la méthode de Jefferson, avec un seuil électoral de 4%, pour les élections de la Chambre des sages et de la moitié de 50% au moins de l'Assemblée nationale. On a ensuite la méthode Borda, modifiée pour que le non-classement soit sanctionné, donc pour les élections du président de la République, et la moitié de l'Assemblée nationale par circonscription, avec un seul élu par circonscription, évidemment, et c'est aussi utilisé pour les votes dans les assemblées et pour les référendums, avec une proposition systématique de suppression ou de rejet. Mais on a aussi le vote par approbation dans un cas très précis pour les votes à la Chambre des sages, qui sont à l'unanimité des membres ou des suffrages. Maintenant qu'on a vu quel mode de scrutin pour chaque élection, ce qui a été quand même assez long, mais au moins on a pu expliquer clairement, préciser pourquoi est-ce que j'ai choisi ces modes de scrutin dans les différents épisodes de Parlons Constitution. Donc pour la prise de décision, pourquoi est-ce que pour moi ce sont ces modes de scrutin qui sont à utiliser. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, et la prochaine fois on va se poser cette question: qui peut voter à ces élections? Comme on s'était posé cette question pour les référendums, ici on va se poser: qui peut voter à ces élections? Toute la population, tous les citoyens actifs seulement, qui peut voter à ces élections. Ce sera donc le sujet de l'épisode 50 de Parlons Constitution la prochaine fois. Merci à toutes et tous, les questions dans les commentaires ou sur Discord, n'hésitez pas à débattre dans le respect évidemment, je le répète à chaque fois. Mais maintenant, vous le savez, merci encore, c'était Elsker, et à bientôt.